Mesdames et messieurs, merci de nous choisir pour vous informer. Voici le sommaire de cette édition. La République démocratique du Congo mise sur l'économie circulaire afin de lutter contre la pollution dans ses villes. Cette stratégie vise à limiter les milliers de sachets plastiques qui polluent la capitale Kinshasa et d'autres villes du pays. Les détails en ce début d'édition. Au Brésil, une canicule record s'installe au beau milieu du printemps. Les températures records de plus de 50 degrés Celsius sont enregistrées dans plusieurs villes du pays. Et en fin d'édition, nous vous expliquerons ce que c'est que le feu de serre, quel est son rôle dans l'environnement et quel est son impact dans le changement climatique. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue dans cette édition. À la demande du président congolais Félix Tshisekedi, la République démocratique du Congo, qui est le 15e pays le plus peuplé du monde, va promouvoir l'économie circulaire. L'idée est de recycler les 8000 tonnes de déchets plastiques produites quotidiennement à Kinshasa et dans d'autres villes du pays. Alexandra Adekambi. L'attractivité des villes de la République démocratique du Congo sera renforcée. C'est la volonté du président Félix Tshisekedi, dont le premier mandat s'achève en décembre 2023. À l'occasion du Conseil des ministres qu'il a dirigé en octobre dernier, le candidat à sa réélection a instruit au gouvernement de mettre en œuvre une politique de promotion de l'économie circulaire en milieu urbain, à commencer par Kinshasa. Les 24 communes de la capitale de la République démocratique du Congo subissent le spectacle dégradant et inadmissible des déchets qui jonchent les rues, les caniveaux et les cours d'eau. Une situation d'insalubrité notoire qui constitue à la fois un défi de gouvernance et une opportunité économique. Cette mission a été confiée directement au ministre de l'Industrie de ce pays d'Afrique centrale. Il s'agira dans un premier temps de faire un état des lieux de l'ensemble de la filière industrielle dans le recyclage des déchets plastiques pour développer un modèle qui pourra être dupliqué dans d'autres villes du territoire. Les recommandations de Félix Tshisekedi s'inscrivent en la droite ligne des 6e et 12e objectifs de développement durable, respectivement axés sur l'assainissement et les modes de production et la consommation responsable. Ils devraient également déboucher sur la création d'emplois locaux pour les jeunes au chômage à travers la promotion des activités liées à la collecte et au traitement des déchets. Toujours en RDC, Patrick Kirere, un jeune entrepreneur, a mis en place une entreprise qui recycle les déchets plastiques et les transforme en charbon. Cette belle initiative permet de faire face à la déforestation auquel est confronté le bassin du Congo. Irène Papadina. Dans la ville de Goma, située à l'est de la République démocratique du Congo, se trouve une petite entreprise qui fabrique des briquettes de charbon, pas comme les autres. Alors que la fabrication du charbon de bois a des conséquences dévastatrices sur la forêt du bassin du Congo, ici les briquettes de charbon sont écologiques car elles sont fabriquées à base de déchets ménagers et agricoles. Cette entreprise innovante a été créée il y a quelques années par un entrepreneur local. D'abord, on fait le ramassage des déchets dans des ménages, dans des marchés. Et après le ramassage, on va passer au triage, c'est-à-dire on va essayer de voir les déchets biodégradables et les non biodégradables, c'est-à-dire les plastiques, les verres, les métaux. On doit trier et puis par après, on va passer ce qu'on appelle la carbonisation. On doit carboniser les déchets. Quand on aura déjà fini à carboniser, on va essayer de moudre ça ou broyer ça pour que lorsqu'on va les mélanger avec les liens, qu'on puisse avoir une homogénéité de ces mélanges-là. C'est par après qu'on va presser ça dans des presses à briquettes. Par après, c'est le séchage et après, c'est l'emballage et la commercialisation. Cette alternative écologique permet de protéger l'environnement en limitant la déforestation. Mais elle est aussi source d'emploi. L'entreprise emploie près de 40 personnes. Avec ce charbon écolo, les ménages peuvent bénéficier d'un combustible propre et à bas prix. C'est ce qui a motivé cette mère de famille d'abandonner le charbon de bois classique pour cette alternative plus écologique. Auparavant, moi j'utilisais les brins avant que je ne connaisse ces produits ici. Puisqu'auparavant, j'achetais au moins un sac de brins pour $30 pendant un mois. Mais pour le moment, je suis en train d'acheter les briquettes de $15 pour un mois de plus. En tout cas, ça permet de minimiser les dépenses puisque avec les paix comme ça, on peut faire 3 repas complets. Aujourd'hui, des démarches comme celle-ci sont cruciales pour lutter contre la déforestation.
La République démocratique du Congo a perdu 20% de ses forêts humides en 30 ans. Allons au Kenya pour poursuivre cette édition. Le gouvernement kenyan redouble d'efforts pour atteindre le 6e objectif de développement durable ODD6, axé sur la sécurité hydrique et sanitaire des populations d'ici 2030. Ainsi, la start-up kenyane Inonit Solutions veut apporter sa pierre à cet édifice. L'entreprise a conçu Sophie Solar, un filtre à eau qui rend l'eau potable avec le potentiel de desservir 250 ménages quotidiennement. Alexandra Adekambi. Inonit Energy Solutions a créé le filtre à eau solaire Safi Solar pour être adapté aux zones rurales. Pour le fondateur et le PDG de la start-up kenyane, les populations rurales pauvres sont confrontées à de graves pénuries d'eau du fait de l'inégale répartition, de la distribution de la ressource ainsi que la mise en œuvre des projets hydrauliques. Concrètement, le filtre à eau Safi Solar élimine les contaminants tels que les bactéries, les virus et les métaux lourds, rendant ainsi l'eau propre à la consommation. Contrairement aux méthodes traditionnelles tels que faire bouillir l'eau ou utiliser des comprimés de chlore, Safi Solar nécessite qu'un investissement unique et offre une approche durable, rentable et facile à entretenir. Inonit a déjà développé et déployé avec succès 3 prototypes de Safi Solar auprès de groupes de femmes dans l'ouest du Kenya. Chaque installation fournit en moyenne 5 mètres cubes d'eau potable par jour à environ 250 ménages. Cette innovation a d'ailleurs valu à la jeune entreprise de faire partie des 10 finalistes de l'édition 2023 du programme Ecosystem Restoration Africa. Il s'agit d'une initiative gérée par Village Capital qui cible les communautés rurales à faible revenu qui ont un besoin urgent d'eau potable. Restons au Kenya pour poursuivre cette édition. La 3e session du Comité international de négociation sur la pollution plastique s'est réunie depuis lundi dernier au Kenya. 175 pays au total se sont réunis pour négocier pour la première fois des mesures concrètes qui doivent être incluses dans un traité mondial contraignant pour mettre fin aux déchets plastiques. Baftitou Mbérego nous en dit plus. Les négociations pour discuter des mesures concrètes pour lutter contre la pollution plastique ont débuté lundi dernier au Kenya. Les représentants de 175 pays se sont mis d'accord l'année dernière pour finaliser d'ici 2024 un premier traité national mondial pour lutter contre le fléau des plastiques. Plusieurs pays et des ONG de défense de l'environnement ont plaidé en faveur de l'interdiction des produits plastiques à usage unique et de règles plus strictes entre mesures dites à ambition élevée. Les industriels et les principaux producteurs militent de leur côté pour le recyclage et une meilleure gestion des déchets. L'enjeu de ces négociations est de taille car le plastique issu de la pétrochimie est partout. Des déchets de toute taille se trouvent déjà au fond des océans et au sommet des montagnes. Des microplastiques ont été détectés dans le sang ou dans le lait maternel. La nature étouffe. Tous les écosystèmes sont menacés par la pollution plastique, a pointé du doigt Jyoti Mathur Philippe, la secrétaire exécutive de la Comité international des négociations, avant d'affirmer que nous détectons entre nos mains le pouvoir de corriger cette trajectoire. Les négociations se sont déjà réunies à 2 reprises, mais le rendez-vous de Nairobi, siège du programme des Nations Unies pour l'environnement, et constitue la première occasion de débattre d'un projet de traité publié en septembre dernier qui désigne de nombreuses voies permettant de résoudre le problème du plastique. La pollution plastique est une menace existentielle pour la vie, l'humanité, et pour y faire face, l'humanité doit changer, a souligné le président kenyan William Ruto. Je déclare ouverte la 3e session du Comité national de négociation sur la pollution plastique, a déclaré en ouverture le président du Comité international des négociations de l'ONU Environnement, Gustavo Menza Quadra Valesquez, avant de donner un coup de marteau marquant le début des négociations dans la capitale kenyane Nairobi qui prendront fin dimanche. Parlons du continent africain en général. Le secteur des énergies renouvelables regorge un potentiel important. Mais dans le cas de la création d'emplois durables et respectueux de l'environnement, ce secteur présente des limites. Selon l'Agence internationale des énergies renouvelables IRENA, et l'Organisation internationale du travail OIT,
l'Afrique ne comptabilise que 2,34% de l'ensemble des emplois recensés à l'échelle mondiale. Plus de précisions sur cet élément d'Irène Papadina. Les énergies renouvelables ne représentent pas une importante source de création d'emplois sur le continent africain. Un rapport publié par l'Agence internationale pour les énergies renouvelables IRENA, en collaboration avec l'Organisation internationale du travail OIT, indique que ce sont 320 000 emplois qui sont jusqu'ici générés dans le domaine des énergies renouvelables en Afrique. Le nombre relativement limité d'emplois dans le secteur des énergies renouvelables en Afrique s'explique essentiellement par la faiblesse des capacités installées sur le continent, estimées à environ 1% des capacités solaires photovoltaïques et éoliennes mondiales. Toutefois, l'Afrique du Sud a joué un rôle majeur dans la création d'emplois éco-responsables liés au secteur des énergies et de l'environnement. Mais cela n'est pas suffisant. Selon Jérôme Kumba, expert en environnement, l'Afrique du Sud a affiché sa volonté et son engagement à se lancer dans les nouvelles énergies qui ne polluent pas l'environnement. Même si l'Afrique dispose d'un potentiel considérable en matière d'énergie renouvelable, elle ne reçoit actuellement que 2% des investissements dans les énergies propres. À cet effet, seuls 7% de la capacité éolienne et 9% de la capacité solaire sont actuellement opérationnels en Afrique. Direction le continent sud-américain pour poursuivre cette édition. Alors que la saison du printemps s'installe en ce mois de novembre, une canicule record s'abat sur le Brésil. Les températures extrêmes sont enregistrées partout dans le pays et 15 États sont placés en état d'alerte maximale. Un record de chaleur avec une température de 58,5 degrés Celsius est ressenti à Rio de Janeiro. Suivant. Le soleil fait déjà suffoquer le Brésil. Le pays est frappé par une canicule extrême depuis le week-end dernier et l'Institut national de météorologie a placé 15 États en état d'alerte maximale. Il s'agit principalement des régions du sud-est, du centre-ouest et une partie du nord du pays ainsi que la capitale Brasilia. Alors que l'été commencera officiellement le 22 décembre, un nouveau record de chaleur a ainsi été battu à Rio de Janeiro avec 58,5 degrés Celsius de température ressentie dans la mégalopole brésilienne. Cette température vient battre le précédent record de 58 degrés Celsius en février dernier. Le système Alerta Rio a noté mardi passé la sensation thermique la plus élevée depuis le début des relevés en 2014. La température nominale s'est élevée à 39 degrés Celsius. Avec 37,3 degrés Celsius, Brasilia a pour sa part connu le même jour la température la plus élevée pour un mois de novembre depuis le début des relevés en 1962. La plus grande métropole d'Amérique latine, Sao Paulo, avait de son côté enregistré lundi la deuxième journée la plus chaude de son histoire avec 37,7 degrés Celsius, juste sous les 37,8 degrés Celsius enregistrés en octobre 2014. La canicule a également généré un record historique de consommation d'électricité avec un pic à plus de 100 000 MW relevé cette semaine selon l'opérateur national du système électrique. La vague de chaleur, avec des températures supérieures à environ 5% au-dessus des normales saisonnières, vont se poursuivre jusqu'à la fin de la semaine. En raison du phénomène climatique El Niño, le Brésil connaît des événements météorologiques extrêmes depuis plusieurs mois. D'une part, une sécheresse historique a affecté les rivières de l'Amazonie et d'autre part, de fortes pluies accompagnées de cyclones dans le sud. La sécheresse a aggravé l'ampleur des incendies dans le Pantanal, la plus grande zone humide du monde. En France, l'Institut français de recherche sur la mer IFREMER met en place un dispositif permettant de créer de l'électricité à partir de la force des vagues. Pour l'heure, il n'existe que des fermes pilotes, mais la commercialisation de ces caissons de production d'énergie houlomotrice pourrait intervenir à l'horizon 2025. Léon Sabo nous en dit plus. Comment récupérer de l'énergie des vagues pour s'éclairer et se chauffer? Pour répondre à ce défi, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, l'IFREMER, teste ce mois un nouveau système de production d'électricité à partir de la force houlomotrice. Il s'agit d'un cylindre jaune de 3,5 mètres de long qui flotte et est balancé par les vagues sur le site d'essai de l'IFREMER à Sainte-Anne-de-Portiche, arrimé au fond par 2 ancres. Mis au point par la start-up bordelaise Seaturns, il permet de produire de l'électricité en utilisant la force des vagues. Ce cylindre génère un flux d'air qui fait tourner la turbine qui produit de l'électricité sous l'action de la houle. Le modèle définitif sera 4 fois plus grand que ce prototype, pouvant produire l'équivalent de ce que produit une éolienne moyenne.
Avec le test, il s'agit de mesurer la robustesse du dispositif en conditions réelles. Le prototype a d'ailleurs passé avec succès le test de la tempête Kiaran en affrontant les vagues de 3 mètres de haut avec des vents à 150 km/h. Ceci permet de vérifier la résistance des caissons à la corrosion. Le test doit durer 10 mois en vue d'une possible commercialisation pour la production d'énergie à l'horizon 2025. À ce stade, il n'y a que des fermes pilotes et pas encore de commercialisation de l'eau motrice à grande échelle. L'IFREMER rappelle que la ressource mondiale est gigantesque et que cette énergie pourrait être exploitée en Europe du Nord, au large des États-Unis et du Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud et en France. C'est un système qui pourrait apporter de l'énergie peu chère sur des îles isolées ou alimenter des usines de dessalement d'eau de mer. Selon le Conseil mondial de l'énergie, la force des vagues pourrait couvrir 10% de la demande mondiale de l'électricité. Bonne nouvelle pour la Chine dans sa politique environnementale. Grâce aux énergies renouvelables, les émissions de CO2 du plus grand pollueur mondial devrait diminuer en 2024. L'Empire du Milieu compte ainsi parvenir à la neutralité carbone d'ici 2060. Regardez. Un espoir naît pour la planète. La Chine, qui est la plus grande émettrice de gaz à effet de serre du monde aujourd'hui, pourrait voir ses émissions de CO2 diminuer à partir de 2024. Cette décroissance sera possible grâce à l'augmentation record de la capacité en énergie renouvelable du pays. Selon une nouvelle étude, l'Empire du Milieu est désormais suffisant pour couvrir la demande croissante du pays. La Chine compte parvenir ainsi à la neutralité carbone en 2060. Si l'Agence internationale de l'énergie estime que le pays devrait compter pour 45% des émissions issues des combustibles fossiles entre 2023 et 2050, la Chine s'est également dotée de capacités d'énergie renouvelable à une vitesse vertigineuse. Selon une analyse du site britannique sur le climat Carbon Brief, les nouvelles installations solaires en 2023 représentent à elles seules 2 fois la capacité totale aux États-Unis. Le rapport du Centre de recherche sur l'énergie et la propriété de l'air indique que les nouvelles capacités solaires, éoliennes, hydroélectriques et nucléaires supplémentaires, rien qu'en 2023, généreront environ 423 TWh par an, soit l'équivalent de la consommation électrique totale en France. Le rythme du développement des énergies à faible émission de carbone est désormais suffisant non seulement pour fournir, mais aussi pour dépasser l'augmentation annuelle de la demande d'électricité totale de la Chine. Le plus grand pollueur du monde continue cependant dans le même temps à développer sa capacité de production d'électricité à partir du charbon et le rapport prévient que cela pourrait déboucher sur une confrontation entre les groupes d'intérêts divergents. Néanmoins, la croissance des énergies renouvelables menace les intérêts de l'industrie du charbon et des gouvernements locaux fortement dépendants du secteur du charbon. Selon Carbon Brief, on peut s'attendre à ce que ces acteurs résistent à la transition écologique. En Islande, le déplacement de magma sous le manteau terrestre ou encore les secousses sismiques sont des signes qui inquiètent les autorités islandaises qui craignent une éruption. Par mesure de précaution, une alerte est lancée pour évacuer les populations autour de la ville de Grindavik. Léon Sabo pour les précisions. Suite à un déplacement de magma à une profondeur de 3 à 5 km sous le manteau terrestre, des experts ont évoqué ce lundi un risque d'éruption volcanique dans les jours à venir. Ce phénomène a provoqué de nombreux séismes avec environ 23 000 secousses depuis le 25 octobre, soit une vingtaine par heure pour ce dimanche. Des zones de fissures avec effondrement de terrain sont apparues près de Grindavik, ville de 4 000 habitants immédiatement évacuée. L'Islande étant une île volcanique située sur la faille qui sépare les plaques tectoniques eurasiennes et nord-américaines, le risque d'éruption n'est donc pas surprenant. Ceci explique l'activité volcanique locale du pays depuis 3 ans. En 2021, des fontaines de lave ont jailli mais sans danger. Il y a eu ensuite des éruptions en août et en juillet 2022. Mais dans le cas présent, le volume et la vitesse du magma sont supérieurs aux précédents mesurés dans la région. Dans ce contexte, la crainte serait une éruption terrestre à proximité des zones habitées puisque les autorités ont identifié une faille de 15 km particulièrement sensible pouvant déclencher l'éruption. Néanmoins, il est impossible de savoir si la lave finira par jaillir, ni surtout à quel endroit, car dans ce genre de situation, le magma peut profiter de n'importe quel point de fragilité pour s'échapper de terre, a souligné Jan Klinger de l'Institut physique du globe à Paris. Le risque serait également une éruption sous-marine, avec d'immenses nuages de vapeur d'eau et de cendres comme ce fut le cas en avril 2010 dans la zone de l'Eyjafjallajökull, entraînant l'annulation de 100 000 vols dans différents aéroports européens.
Parmi les causes du changement climatique, on entend souvent parler de l'effet de serre. Mais qu'est-ce que c'est que l'effet de serre? Quel est son impact sur l'environnement et dans le changement climatique? Élément de réponse dans ce dossier signé Rafitou Mbereko. En matière de climat, l'effet de serre est un phénomène naturel qui contribue au niveau de température moyenne à la surface d'une planète dotée d'une atmosphère. Sur Terre, 30% du rayonnement solaire sont directement renvoyés vers l'espace sous l'effet de la réverbération. Environ 20% sont absorbés par l'atmosphère et un peu plus de 50% par la croûte terrestre et les océans. Les principaux gaz à effet de serre qui sont exclusivement responsables de l'effet de serre sont le dioxyde de carbone, l'ozone, le méthane et la vapeur d'eau. Bien que ces gaz représentent 1% de notre atmosphère, ils agissent comme une épaisse couverture chaude à l'extérieur qui entoure cette planète et régule le contrôle du climat. Depuis le début de l'ère industrielle, l'exploitation croissante des combustibles fossiles, à savoir le charbon, le pétrole, le lignite et du gaz naturel, entraîne des émissions supplémentaires des gaz à effet de serre qui renforcent cet effet. Sont également concernés la déforestation et l'élevage intensif. L'augmentation des gaz à effet de serre classiques d'origine liée à l'activité humaine. L'industrie, en effet, libère de surcroît dans l'atmosphère des gaz à effet de serre spécifiques tels que l'hexafluorure de soufre. Il est aujourd'hui incontestable que ces émissions supplémentaires de gaz à effet de serre accentuent notablement l'effet de serre naturel et participent en conséquence au réchauffement climatique en cours. L'effet de serre est certes un concept souvent utilisé péjorativement pour illustrer les conséquences de l'activité humaine sur le climat. Pourtant, c'est avant tout un processus naturel qui a permis à la vie de se développer sur Terre. L'effet de serre est donc indispensable à la vie et n'est pas un problème en soi. C'est son accentuation par les activités humaines qui entraîne le dérèglement climatique et ses conséquences calamiteuses. Selon le Centre national de recherche scientifique, sans l'effet de serre sur Terre, la température de la planète à la surface serait d'en moyenne moins 19 degrés Celsius. Une illustration de la nécessité de ce phénomène pour que la vie se développe sur Terre. Certaines planètes ont des effets de serre plus ou moins prononcés, d'autres comme Mercure ou Pluton en sont dépourvues car elles n'ont pas d'atmosphère et sans cette barrière protectrice de gaz, pas d'effet de serre. Et c'est sur ce dossier que prend fin cette édition. Merci de votre attention. L'information environnementale continue sur votre chaîne Green TV International.